Et c'est des gens souvent que vous dites, parce que les titres, je ne l'ai pas dit, c'est Amis américains, c'est des gens que vous savez continuer à voir très souvent, et souvent en dehors des interviews que vous savez publier. C'est vraiment c'est une vraie amitié que c'est nouée. C'est une véritable amitié, mais John Berry, par exemple, je le fais jouer dans Autour de minuit. Il joue le propriétaire du Blue Note dans Autour de minuit. J'ai commencé un scénario avec Abraham Polonsky sur La Liste Noire, et puis je ne me suis pas entendu avec lui dans l'écriture, et à la fin, le film a été fait par le producteur qui nous finançait, Erwin Winkler, qui n'a pas gardé les choses qui étaient très bien de Polonsky. C'est devenu La Liste Noire. Le film s'appelle La Liste Noire. Pardonnez-moi, qu'est-ce que dit Polonsky d'Elia Kazan? Polonsky dit que Kazan est un homme qui a un talent extraordinaire, c'est un metteur en scène pratiquement génial, mais que s'il était devant sa voiture, il l'écraserait. Non, parce que les gens n'ont jamais pardonné à Kazan, qui avait la possibilité, dans cette tourmente, d'aller travailler au théâtre où il n'y avait pas de liste noire au théâtre. Kazan étant un metteur en scène renommé au théâtre, les gens pensaient qu'il pouvait aller au théâtre et faire du théâtre en attendant que ça se passe, qu'il n'avait pas à donner des noms. Il a donné des noms. D'après certains, il est responsable du suicide d'une des personnes qui s'est suicidée parce qu'il avait été dénoncé par lui. Les raisons données par Kazan, il y en a certaines qu'on doit un peu écouter, il y en a qui sont je sais pas, que j'ai du mal à accepter, que c'était par anti-stalinisme, de donner les noms d'un acteur du groupe Theater ne fait pas beaucoup de mal à Staline. Bon, ça c'est difficile à accepter. Cela dit, de faire de Kazan, c'est d'abord un très grand cinéaste, qui est par ailleurs un cinéaste dont j'adore un grand nombre de films, mais de faire de Kazan, et je pense étrangement que sa culpabilité a servi la dernière partie de sa carrière. Je pense que les films sont devenus très très forts, pleins d'ombre, de complexité. Je pense qu'un peu comme Dostoïevski, comme certains auteurs, il s'est servi d'accidents de sa vie pour mûrir son œuvre. Mais de démolir Kazan, de dire Kazan, c'est quand même oublier un peu vite les gens qui étaient au-dessus de Kazan, c'est-à-dire les dirigeants de studio qui ont, eux, établi la liste noire. Qui sont quand même, s'il y a eu une liste noire, c'est parce que d'une certaine manière, Zanuck, Louis B. Mayer, Jack Warner, Harry Cohn l'ont accepté. Tous les dirigeants de studio l'ont accepté. Lors de la convention du Waldorf Astoria de, je crois, 1947, ils ont signé. Il n'y en a que deux qui ont refusé la liste noire, qui était Samuel Goldwyn, qui a refusé de ça, et Doré Chary, qui, paraît-il, a signé plus tard, 2 ans après. Voilà. D'ailleurs, on en profite en parlant d'Elia Kazan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà posé la question, mais dans l'iconographie, il y a beaucoup de photos, énormément de photos. J'étais assez frappé pour voir une dimension très érotique dans les photos des films des années 40, 50, 60. Mais très... C'est assez impressionnant. Et lui-même, je crois qu'à ce moment, il parle aussi de ces dimensions érotiques dans les jeux des acteurs aussi. Mais c'était, écoutez... Les photos de plein de films très différents. Oui, 40, 50. Vous savez, Marlon Brando, torse nu dans Tramway nommé Désir, avait fait sensation. À l'époque, les autorités religieuses s'étaient hyper émues du film. Et je ne parle pas de Baby Doll, qui avait quand même été excommunié par le cardinal Spellman, si mes souvenirs sont exacts, qui était monté en chaire pour... oui, Kazan, mais l'érotisme, tout ça... Pas simplement chez Kazan, chez beaucoup de films très très différents. Mais c'était arraché au code qu'on continue d'appeler de Hays, mais qui est surtout le code appliqué par Richard Breen, par le successeur de Hays. C'est avant-guerre, ça, non? Oui, le code Hays. C'est le McCarthyisme avant McCarthy, un peu. Pas tout à fait, mais c'est compliqué. Le code Hays était au départ éminemment moral, religieux, et donnait un certain nombre d'interdits. C'était un code qui n'a pas été rédigé par Hays,
qui a été rédigé par 2 religieux, je crois le père Quigley, un jésuite, je crois, et un dominicain, qui ont réalisé tant que Hayes était à la tête de cet organisme, le code était appliqué, mais n'était pas toujours appliqué avec une grande rigueur. Hayes était plutôt quelqu'un de relativement débonnaire. Le code a vraiment été appliqué quand, à la place de Hayes, il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Breen, je crois, qui a été nommé à la tête de ça, qui l'a appliqué très à la lettre et qui a augmenté ce qui devait être au départ un code moral de mœurs, la nudité, de l'alcoolisme, le sexe, ça régissait tout de manière précise, que quand un homme et une femme s'embrassaient sur un divan, il fallait au moins que les 2 personnages aient un pied par terre et un pied qui touche le sol. Et des acteurs racontent que ça obligeait à des trucs à la fois très acrobatique parfois quand on était... Bon, il fallait qu'un pied, on ne pouvait pas avoir, les 2 ne pouvaient pas s'embrasser, voilà. Il devait avoir une distance entre les lits, même des gens mariés, qui était supérieure à leurs 2 bras tendus. Il ne fallait pas que les mains puissent se toucher. Bon, donc on mesurait sur le plateau, avec les bras des acteurs, la distance Bon, ça devait être ça. Richard Breen a ajouté des trucs, alors, très conservateurs sur les valeurs de l'Amérique, le drapeau américain, l'interdiction de mentionner les syndicats, l'interdiction d'attaquer plus ou moins le patronat ou des trucs comme ça, et un grand nombre de valeurs américaines. Et tous les cinéastes de cette époque se battaient contre ça, utilisaient des genres qui leur permettaient de contourner, notamment le film noir, notamment quelquefois le western, qui étaient des genres qui tout d'un coup pouvaient échapper les gens regardaient moins attentivement. Et d'ailleurs, à propos western, j'arrivais un peu une parenthèse là concernant l'époque du macartisme. Il y a un film qui est tout à fait extraordinaire, c'est Les trains sifflera 3 fois. Oui. C'est une critique du macartisme. Si on prend, aujourd'hui rétrospectivement, c'est vraiment la critique par essence du macartisme aussi. C'est une allégorie sur le macartisme. Le film a été conçu, on pourrait même, certains amateurs de western disent que le film ne finit par n'être que ça. Ça se veut une fable sur le macartisme qui, contrairement à des fables qui deviennent fables après coup parce qu'ils n'ont pas réussi, était une fable perçue comme telle quand le film sortait. Karl Forman raconte que le jour de la sortie, il y avait un dessin, je crois, dans le New York Times, qui montrait Gary Cooper marchant vers le Capitole. Donc c'était tout à fait clair que c'était un défi aux institutions. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui est encore plus un western, alors là, qui lui n'a jamais été repéré avant que j'écrive dessus. C'est-à-dire, je crois que j'étais le premier à le mentionner, qui est 4 étranges cavaliers d'Alan Dwan. Et alors lui, qui est encore plus une attaque contre le macartisme.